Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans un nouveau Poker Débat. Avant tu connais l'histoire, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, bon épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour le dernier Poker Débat de cette saison. Il fait chaud, il fait moite, c'est un sale temps pour les gros, mais nous, on a décidé de vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on ne va pas au WSOP. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne va pas au WSOP? Comment on joue les tables? Est-ce qu'on prend du repos? Toutes ces questions et bien d'autres avec un sublime casting. On commence à tout seigneur, tout honneur. Le patron de la meilleure équipe du monde est de retour. C'est Monsieur Bibi Hutch, c'est Monsieur Clément Richesse. Comment ça va, mon Clément? Salut à tous. Un habitué aussi, le patron du Twitch Poker français, oui, Monsieur Zchance 44. Salut. Et deux petits nouveaux. À ma droite, ancien Team Pro PMU, excellent joueur de poker. Et d'Omaha, Monsieur Geoffrey Lotte. Salut tout le monde. Et enfin, un Twitcher que vous connaissez avec sa classe, c'est Monsieur Manu. Salut. Alors les amis, on commence donc ce débat par la première question, par le premier débat. Faut-il profiter de l'absence des meilleurs joueurs sur le online pendant le WSOP, puisque tout le monde est parti là-bas, pour modifier nos habitudes aux tables? À cette question, on va commencer par un ancien, histoire que les petits nouveaux puissent réfléchir. Merci. Mon chance, allez, c'est toi qui ouvre le bal. Alors, déjà, c'est vrai qu'une partie, peut-être pas tous non plus, des tout meilleurs joueurs vont à Vegas tout l'été, donc du coup, ils sont pas sur les tables online. Mais déjà, ça dépend quelle limite on joue, quoi. Parce qu'en général, les meilleurs joueurs jouent assez cher. Si vous jouez du 20 balles ou du 50 balles, c'est pas très impactant, je pense, déjà. Après, outre Vegas, il y a aussi le fait que une partie quand même des réguliers, et j'en fais probablement partie, lève un petit peu le pied durant l'été. Parce qu'il faut bien quand même se reposer, prendre des vacances, etc. de temps en temps. Et moi, ça me semble être la meilleure période parce que ce soit joueur régulier comme récréatif, la plupart des gens l'été sont à la plage et pas en train de cliquer sur des boutons sur du poker online. En tout cas, moi, je parle de MTT. Peut-être que Clément nous dira son point de vue par rapport au cash game. Mais en MTT, de toute façon, chaque année, ça fait plus de 10 ans que je joue. Il y a une grosse baisse de fréquentation l'été. Les price pools diminuent, l'affluence, etc. Alors oui, c'est vrai que les tables sont peut-être un petit peu plus soft, dû à la présence des top à Vegas. Mais bon, ça parle vraiment, à mon avis, hein, que si tu joues les high stakes, moi je le vois à mon échelle sur lesquels tu ailles roller et compagnie, effectivement, tu as 2-3 relous en moins dans le fil, quoi. Mais je suis pas sûr que ce soit si impactant que ça à notre échelle. Si on jouait par exemple sur .com les 1K+, peut-être que l'impact est plus important à ce niveau-là, quoi. Donc voilà ma réponse juste à cette question par rapport aux meilleurs joueurs qui partent à Vegas, quoi. Ok, Manu. Moi, je suis assez d'accord avec cette chance. Après, le truc aussi, c'est qu'effectivement, il y a moins de joueurs l'été, mais du coup, il y a aussi moins de récréatifs. Donc, en soi, est-ce que ça compense pas aussi cet effet-là, le fait qu'il y ait des joueurs qui partent à Vegas? Et ces joueurs-là, ils jouent souvent les 100 euros et plus. Donc, euh, donc en fait, c'est pas forcément les limites, effectivement, de tout le monde. Donc, ça dépend de son average buy-in aussi, quoi, je pense. Il a fait la moue, c'est Geoffrey. Ouais, non, moi je suis pas. De toute façon, là-dessus, il n'y a pas vraiment entre guillemets de débat, bien que l'émission, ça soit de débattre là-dessus. Euh, je pense que de toute façon, il ne faut pas changer trop ses habitudes non plus. Quand on joue online, il faut rester dans un concept d'habitude. Donc, c'est pas parce que du coup, on parlait de high stake, par exemple, quand les joueurs vraiment réguliers et qui jouent les high stake sont Sparte, il ne faut pas non plus se permettre de jouer plus cher parce qu'ils ne sont pas là. Donc, pour moi, il faut rester vraiment dans ces mêmes habitudes où on est à l'aise, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que sur le online français, on n'est pas très touché non plus par effectivement les joueurs qui partent à Vegas. Il y en a très peu, comme on dit précédemment, Manu et Chance. Donc je suis plutôt d'accord aussi sur ce principe-là.
Lui, il joue les très grosses tables de cash game. Alors Clément, ton avis à toi? J'irais dans le sens inverse, justement. Parce qu'en fait, ce qui fait une bonne journée, on sait tous que jouer le week-end, c'est mieux, parce qu'il y a plus d'amateurs. Ils ne travaillent pas. La seule période où les amateurs ne travaillent pas, c'est l'été. Euh, on a en plus le fait que les meilleurs joueurs partent pour jouer Vegas. Donc même, je pense, en petite limite, ça vaut le coup. Les fils sont réduits, il y a beaucoup moins de variance. Donc par exemple, pour des gens qui jouent des 20 euros avec 1000 joueurs, il y a une variance réduite avec plus de récréatifs en proportion. Et aussi, ce sont les meilleurs joueurs qui prennent la majorité du prize pool. Donc, je veux dire, même si on enlève 10 tops dans un tournoi, ces 10 tops-là, c'est eux qui arrivent à capturer le maximum de l'argent dans ce tournoi-là. Et même si on enlève 10 tops et qu'il n'y a pas 10 fiches qui les remplacent, il y a quand même beaucoup plus d'argent qui reviennent à la personne qui joue dans ces périodes-là. Après, ça dépend de quels sont tes objectifs. Le but de la vie, c'est pas de gagner le maximum de thunes et de tout le temps prendre les meilleures décisions quant au jour auquel tu joues. Si jamais tu veux prendre des vacances l'été, prends des vacances. Mais je pense que si jamais on parle d'optimisation du grind, je pense que l'été est une très bonne période pour augmenter son grind. Et on pourrait prendre des vacances par exemple en septembre, surtout quand on est joueur professionnel. Comme les débuts de mois sont également plus favorables aux joueurs professionnels, puisque les joueurs récréatifs touchent leur salaire et du coup vont dépenser l'argent de table. Le RSA, c'est ça? Comment? Le RSA, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais c'est ça. Tu vois, les mecs touchent leur salaire. Le début du mois, c'est les meilleures périodes. Le début du mois, pendant les vacances, sont les meilleures périodes. Donc voilà, si jamais ton but, c'est d'optimiser les gains, je conseillerais de bien grind l'été. Ouais. Quelqu'un... Ouais, mais tu penses vraiment que sur un 20 balles, comme tu dis, ça, le fil est tant affecté que ça? Honnêtement, d'expérience, je peux pas parler. Non, le fait que Vegas, le 20 balles ne sera pas affecté, je peux même pas parler de ce qui se passe sur un 20 balles parce que je ne les joue pas. Donc, si jamais certains d'entre vous les jouent, c'est cool d'avoir votre retour. Mais en réfléchissant, sachant que ouais, les week-ends sont les meilleurs moments, les débuts de mois sont les meilleurs moments et les vacances sont les meilleurs moments, ça me paraît compliqué que l'été soit pas le meilleur moment de l'année pour augmenter le grind. Ouais, moi je dirais quand même plutôt janvier, justement, je trouve que c'est un excellent moment après les fêtes de Noël, etc. L'argent avec le chèque du papy. Ouais, exactement. Ouais, je trouve que moi, sur mes 10-15 ans de grind, ça a été souvent mes meilleurs mois. Mais ouais. Tu nous as souvent dit, Jean, c'est grâce à Janvier que j'ai pu acheter ces 2 hôtels particuliers rue du 16e à Toulouse. C'est vrai que je le dis souvent, ça. Ouais, non. Après, il y a aussi, et c'est ce que je disais, j'aime bien le fait que tu aies dit que le but de la vie, c'est pas forcément de gagner Enfin, c'est même pas du tout de gagner le plus d'argent possible. Après, on peut réfléchir à l'optimisation, effectivement. Il y a aussi le fait qu'on soit en été. Moi, perso, je trouve que c'est un petit peu plus pénible de grind, surtout en MTT à cause de la chaleur, etc., etc. Le fait que il faut aussi se reposer dans une année. Alors, pourquoi pas, comme tu le dis, les prendre en décalé, suivre un petit peu le récréatif et donc aller à l'inverse de ce que font la plupart des gens. Donc, prendre tes vacances, par exemple, fin septembre, des trucs comme ça, qui sont effectivement des moments un petit peu creux aussi. Mais ouais, il y a la chaleur ou quoi. Moi, historiquement, j'ai souvent pris des vacances en été quand même. En plus, tu as la vie sociale, c'est là où tes potes les prennent, ta nana, etc. Donc, ouais, moi, c'est pas un mois des mois où je grind trop, quoi. Je suis plutôt d'accord aussi là-dessus, ouais, que durant l'été, tu as plus envie de décompresser aussi, parce qu'effectivement, tu as besoin aussi de récupérer du grind que tu as, réalisé en fait, depuis des mois et des mois, et pour éviter un petit peu le burn-out, hein, parce que mine de rien, c'est quand même assez difficile de grind tous les jours. Mais là, pour reprendre ce que disait justement Clément, sur les fils qui descendent quand même pendant l'été, ce qui est logique en fait, ça limite effectivement sur certains sites en tout cas, ça limite un petit peu plus la variance. Et du coup, ça peut être intéressant de pouvoir grind sur les plus gros sites en fait comme ça. Donc moi, je suis plutôt d'accord sur le fait de stopper un petit peu sur le mois, surtout le mois d'août. Moi, je prendrais par exemple un petit peu plus le mois d'août, par exemple, pour vraiment décompresser. Ouais. Par rapport à l'analogie qu'a fait Clément, du coup, on peut prendre aussi au sein d'une semaine normale des bons soirs pour grind, c'est souvent le vendredi ou le samedi, parce que forcément,
déjà, il y a moins de monde, mais surtout, déjà, souvent, une partie du fil des règles ne joue pas le samedi parce que c'est le soir de repos avant la grosse session du dimanche, etc. etc. Ouais. Et c'est des soirs où il y a moins de monde, mais les récréatifs sont quand même disponibles vu qu'ils sont en week-end et qu'ils ont du temps. Donc les fields en MTT sont souvent beaux. Moi, historiquement, j'ai jamais joué ces 2 soirs-là. Alors c'est peut-être une erreur de calcul, d'optimisation, etc., etc. Mais c'est aussi vu qu'il n'y a pas que maximiser son profit qui compte dans la vie. Moi, c'est les soirs où tous mes potes sont dispo et où je vais boire des coups, quoi. Tu vois. Et puis tant pis si je Si tu loupes ça, quoi. ouais, si je loupe ça, quoi. Mais Voilà. même pour maximiser le profit, le fait que du coup les feeds soient plus petits, ça capte forcément un peu ton ROI. Tu n'auras jamais le même ROI sur un petit feed que sur, je sais pas, un énorme event Winamax. Donc oui, tu limites la variance, mais tu limites aussi tes gains en soi. Même s'il y a aussi l'effet qui est moins de règles. Mais quel est le plus important entre les deux, c'est assez difficile à définir aussi, je pense. Hein. Ouais. Ouais, vous avez un doute sur ce que vient de dire Manu là. Chance Clément? Bah, oui et non. Après, c'est vrai, moi, les rares fois où, par exemple, j'ai joué le vendredi ou le samedi, c'est incroyable, même s'il n'y a pas beaucoup de tournois avec 10K en haut sur le point .fr, c'est pas très grave, quoi. Je veux dire, les tables sont tellement belles, même si quand tu as des fils monstrueux, c'est la variance en MTT de toute façon, quoi. Quand tu as des fils monstrueux comme pendant les Winner Series ou quoi, les fils sont magnifiques, il y a full satellite, les gens sont là parce que les gros sous, ils font rêver, etc., etc. Mais aller au bout, c'est quand même giga dur, quoi, parce que des flips, va falloir en gagner quand même un pacos avant d'espérer faire une TF, quoi. Donc, et puis enfin, gagner des gros fils, c'est bien, mais il n'y a pas que ça au poker, quoi. Après, ça, c'est encore un autre débat. Je veux dire, tu fais C'est tes un peu les one time, ça, du coup. Ouais, et tu fais tes c'est- 3 TF du samedi soir, c'est bon pour la confiance, etc. Tu vois, c'est bon pour le mental. C'est Bah, dur tu de peux faire des sessions négatives. Pardon, vas-y. Non, excuse-moi, c'est moi J'ai qui t'ai fini, coupé. j'ai fini. Vas-y. Ok, pardon. Mais du coup, c'était le rapport un petit peu comme avec les spins ou les expressos, etc., etc. C'est un peu quand tu gagnes un gros field, c'est comme si tu gagnais un jackpot. Et en fait, c'est pas ça qui va te permettre de vivre régulièrement. En fait, c'est plus les petits fields et les petits gains qui vont te permettre de gagner de manière plus récurrente. En soi. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses pour faire on va dire un résumé très rapide. Bon les amis, on a tout dit sur ce premier débat. Je vous propose de passer à la suite. Jouer les WSOP quand on est un joueur professionnel. Forcément une obligation si on a les moyens. Si on a les moyens d'aller jouer, il faut forcément y aller. Alors, vos avis, Clément, tiens, toi qui es le plus vieux parmi nous là-dedans, en expérience, est-ce que on doit forcément aller au WSOP si on peut y aller? C'est encore pareil. Si jamais tu as envie d'y aller, vas-y. Si tu n'as pas envie, n'y va pas. Si tu as les moyens. Enfin, c'est quand même plus important. Après, est-ce que c'est juteux d'aller au WSOP? Le field est très faible. Il y a beaucoup d'argent à faire. Le problème, c'est qu'il y a une variance monstrueuse. On va jouer, allez, on va dire pour un gros grinder, il va jouer 50 tournois. Pour les autres, ils vont jouer 30 tournois, 40 tournois, et tu peux perdre des sommes gigantesques. C'est-à-dire, si on joue tout, généralement, la somme qu'on perd, c'est 80, 120. Donc, il faut être prêt à perdre ça. Après, si jamais tu veux partir avec tes amis et se faire un petit kiff, tu peux vendre pas mal. C'est assez facile de vendre, d'ailleurs, quand tu vas à Vegas, parce que les gens qui restent en France ont envie de vibrer, tu vois, avec ceux qui partent à Vegas. Donc, c'est même très facile de vendre. Donc, je pense que c'est une bonne occasion, ouais, si jamais ça te fait plaisir d'y aller. Mais moi, quand je dis le côté un peu obligatoire, c'est justement comme tu dis, j'ai souvent entendu Davidi me dire le tournoi le plus faible au monde que j'ai jamais vu, c'est le main event des WSOP. Ouais, pour ce buy-là, ouais. Ouais, pour ce buy-là, évidemment. Ouais. Il y a un côté que j'entends quand même très souvent chez les joueurs de poker, c'est tu peux pas être pro et ne pas aller. Tu vois, c'est un peu. Je fais souvent l'analogie que tu peux pas être croyant et ne pas aller à la Mecque. Tu peux pas être joueur de poker pro et ne pas aller au WSOP. Je pense que ça dépend déjà de tes objectifs. Ça reste un rêve, en fait, je pense, pour chaque joueur de poker d'aller participer au moins une fois au WSOP, au main event encore plus. Ça, c'est l'objectif supplémentaire.
Mais après, quand tu es pro, comme on dit, déjà, il faut que déjà tu aies l'argent pour pouvoir y aller, ou alors que tu aies des stackers, ou alors des gens avec qui swapper, etc. Parce que ça coûte très cher au niveau des frais, déjà. C'est un enfin, des frais, c'est de la perte pure, donc il faut quand même le mettre en avant. Euh, mais ouais, enfin, comme disait Clément justement là, c'est que c'est une variance de ouf. Sur finalement que quelques tournois, donc on a un sample en fait de tournois qui reste faible. Donc c'est soit on a un one time au milieu et dans ce cas-là on a une réussite qui est cool et tout, soit en fait on peut perdre une tonne et dans ce cas-là ça peut, si on a un BRM un peu moyen, un peu trop agressif, on peut vraiment se planter. Donc je pense pas que ça soit une obligation d'y aller, mais voilà, comme disait Clément encore une fois, ça dépend de ce que tu cherches et ce que tu as comme objectif. Donc voilà, moi j'y suis allé, c'était un rêve d'y aller en 2013. J'y suis retourné en 2019 grâce à PMU et j'y suis retourné en début d'année, par exemple, à Vegas, hein, je parle en tout cas. Et franchement, c'est un kiff à chaque fois d'y aller, mais par contre, c'est aussi une pression, quoi. Faut savoir s'enlever cette pression financière aussi. Manu, Ouais, c'est sûr que le live, c'est beaucoup de variance parce que forcément, bah, tu joues qu'une table en même temps. Tu fais pas du multitabling. Il y en a qui ont essayé, mais c'est un peu compliqué. Et souvent aussi, tu joues plus cher par rapport au buy-in que tu joues online. Du coup, bah, c'est 2 fois plus de variance. Et pour lisser cette variance, bah, si tu vas à Vegas, il faut que tu fasses combien de Vegas avant d'avoir déjà un début de lissage, tu vois. Il faut que tu en fasses combien? 5, 10, 20, tu vois. Même pas, même pas. Donc, même pas, en fait, sur toute une vie, tu vas jamais lisser assez la variance, surtout que WSOP, les feeds sont quand même assez importants. Donc la variance est insane, quoi. Donc ouais, tu peux y aller pour espérer faire un one time, etc. Mais il faut pas, je pense, faut pas que ce soit, suivant ta bankroll évidemment, mais il faut pas que ce soit ton objectif principal parce que, enfin, assez souvent, tu vas finir down au final et ça peut impacter significativement ton année. Donc ça dépend. Ça dépend de ta rôle, ça dépend des buy-in que tu joues, ça dépend de plein de choses, je pense. il y a souvent, je parle souvent avec Roman Osman, le fondateur de notre cercle, où il envoie certains de ses élèves à Vegas, et c'est leur rêve absolu, tu vois. Ils viennent entre autres chez notre cercle pour ça, parce qu'ils savent que certains d'entre eux peuvent aller jouer à Vegas. Toi, Clément, tu as ATM, tu as aussi des élèves, que tu envoies d'ailleurs aussi à Vegas, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Comment eux, ils voient ça eux? Il y a aussi ce rêve absolu d'aller à Vegas, c'est une vraie carotte. Comment ils voient ça, tes élèves, toi? La première fois où on va à Vegas, de toute façon, c'est le rêve absolu, hein. C'est même changement de culture. L'étape, enfin, tu joues en live pour de vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont à Vegas français qui ont l'habitude que du online. Après, honnêtement, j'ai vite déchanté. C'est-à-dire que tu te retrouves dans le casino toute la journée. C'est pas la même culture. Il n'y a rien d'autre à faire. Sortir là-bas, enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qui me plaît. Ce qui me plaît, sortir à Vegas, ça coûte une blinde et puis c'est pas les genres de soirées qui me plaisent. Et non, il faut s'imaginer enfermé dans un casino à jouer contre des ricains avec des chapeaux de cow-boy et ça toute la journée pendant 2 mois et demi. Où en gros, tu te lèves, tu vas jouer, tu bosses, tu rentres. Tu te lèves, tu vas jouer, tu rentres, tu bosses, tu rentres. C'est ça, 2 mois et demi. Donc en live, à moins que tu fasses des perfs et des TF, qui resteront des memories, putain, des souvenirs, des souvenirs à vie. À part ça, c'est le grind absolu, quoi. Je sais pas qui est allé à Vegas. Donc on a Geoffrey qui est allé à Vegas. Ouais, moi aussi, mais une fois. Ouais, et comment tu l'as vécu? Ça t'a plu? Disons que c'était. Alors, j'ai pas encore répondu à la question et je vais essayer d'englober ça. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis un joueur online. J'y suis allé une fois. Effectivement, Vegas, c'est le rêve, quoi. J'ai vécu un rêve là-bas. J'y ai laissé. Alors, à l'époque, je sais plus exactement combien j'avais de rôle. J'étais encore jeune. C'était sur mes premières années. J'y ai laissé la moitié de ma rôle. Je crois que j'ai dû perdre 50, quelque chose comme ça. Un Vegas comme un autre. Voilà, mais en fait, t'as tellement hâte, t'as tellement envie, c'est dur, surtout quand t'es un peu jeune, que t'es en début de carrière, etc. C'est dur de dire non, je vais pas jouer ce tournoi, tu vois. Alors finalement, ton budget explose et ça va très vite. Voilà.
Moi, alors pour répondre à la question, je dirais que qui est donc est-ce que c'est indispensable? Je dirais clairement que la réponse est non. Et c'est toujours l'éternel débat entre live et online. Pour moi, c'est même si ça reste du poker, c'est deux choses différentes, quoi. Moi, je gagne ma vie sur Internet. Vegas, si j'y retourne demain et j'y retournerai, je vois ça plus comme des vacances qu'autre chose. Alors des vacances peut-être un petit peu coûteuses, mais il y a tellement de variances. Alors certes, les tables sont soft, etc., mais les fils sont tellement énormes, ça coûte cher, etc., etc. C'est quand même très dur. Et comme disait Clément, quoi. Enfin, moi, je sais que si je vais à Vegas demain, il n'y a pas un cas où je fais 50 tournois, quoi. Si j'en fais 20, 30 à tout péter, c'est vraiment le bout du monde, quoi. Donc, ce qui est même pas une vraie session online pour la plupart des grinders, quoi. Et il y a plein d'autres aspects aussi. C'est fatigant. Tu rentres, tu es décalé, tu es fatigué, tu reprends pas ton grind tout de suite. Donc, si tu passes 2 mois à Vegas, c'est pas 2 mois de grind que tu perds, c'est quasiment 3 peut-être. Ensuite, pour se remotiver, quand tu as joué des price pools avec 2 millions en haut, que tu reprends ta routine online et que tu joues un 50 balles, le Magnum sur Winamax avec 3000 en haut à tout péter, c'est quand même dur, tu vois. Donc, finalement, il faut bien se rendre compte que la plupart des joueurs, des grinders qui réussissent online, etc., vont y laisser des plumes et ils vont y laisser encore plus que de l'argent, quoi. Ils vont y laisser de l'énergie, de la fatigue, machin, de la motivation, de l'entrain à grind derrière, etc. Sauf peut-être pour les quelques chanceux qui vont réussir à finir up, voire ramener beaucoup d'argent, quoi. Un titre ou je sais pas, quoi. Donc voilà ma position par rapport à ça. C'est clairement pas, j'estime pas que ce soit indispensable ou quoi. Après, il y a le côté marketing qu'on n'a pas abordé, enfin le côté titre, le côté c'est vachement médiatisé, quoi, qui peut peut-être avoir un impact. Mais Et encore, j'ai l'impression qu'il en a moins qu'avant, parce que pendant des années, on n'avait pas de titre, pas de titre, pas de titre, donc quand on a commencé à avoir des gens qui gagnaient, c'était un peu la folie, quoi. Mais là, depuis quelques années, on a pas mal de Français qui gagnent des titres, et il y a des fois, on passe un peu à côté, quoi. Médiatiquement, j'entends. Ouais. Je sais pas. Mais moi, par exemple, mais ça n'a pas un effet de fou, quoi. Je vois l'effet aux yeux du grand public parce que c'est une question qu'on me pose à chaque stream depuis à peu près 2 mois. Tu vas à Vegas, tu vas à Vegas, tu vas à Vegas. Mais c'est systématique. Il n'y a pas un stream où on ne me pose pas la question, quoi. Donc, aux yeux du grand public, c'est un événement clé, c'est giga important, quoi. C'est l'aboutissement. Ouais, à mes yeux, pas du tout. Voilà. Parce que toi, déjà, on sait que quand on te connaît un peu, et on suit tes streams aussi, Adrien, c'est que tu l'avais dit il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs je crois que c'était soit pour un FPO, soit pour un WPO, que tu n'étais pas quelqu'un qui... Enfin, justement, tu étais un grinder online et que, effectivement, les lives, c'était tes vacances à toi, tu allais en profiter avec tes potes et en fait, tu te changeais un peu les idées. Ouais. Donc, du coup, forcément, ouais, c'est pas le truc qui t'intéresse le plus en tout cas, donc, ce qui est compréhensible aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est un kiff quand même d'aller là-bas chaque année. Moi, là typiquement, j'y suis allé en début d'année. Comme disait Clément tout à l'heure, en gros, j'y vais pour bosser comme un porc, quoi. C'est vraiment bosser. Et la ville, en fait, je la vois que très peu. C'est-à-dire que tu passes ton temps vraiment soit dans ton hôtel, soit dans le casino. Et du coup, ça perd un peu de sa superbe aussi, hein, dans ce truc-là. Ça, c'est clair. Mais t'en as qui voient ça comme un travail. Moi, je pense à quelqu'un, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle Florent Lenaillon, qui fait que du cash aujourd'hui. Et lui, il y va. Alors là, il y va pour une WSOP parce qu'il va peut-être jouer quelques tournois. Mais lui, il va y aller 3 fois, 4 fois dans l'année en cash game. C'est du travail, quoi. Il y va. Alors lui, c'est le live, son boulot. Il y va parce que, comme disait Clément, apparemment en cash game, c'est des tables incroyables de facilité. Et il y va pour le travail, quoi. Il y va pas pour la ville. Mmh. Clément, Manu, quelque chose à rajouter? Moi, si je vais à Vegas un jour, c'est pas forcément un objectif, tu vois. Si je peux y aller, j'irai peut-être. Mais je me dis pas, enfin, je rêve pas forcément de Vegas, tu vois. Alors, peut-être que je casse un peu le mythe, mais j'en rêve pas forcément, tu vois. Je me dis un jour, peut-être que j'aurai l'occasion, peut-être que, je sais pas, tu trouves un stacker ou tu fais une grosse perf online et tu te dis, allez, je vais au WSOP et espérer le one time. Mais en soi, enfin, je trouve que dans une construction de carrière professionnelle, mettre de façon systématique les WSOP, c'est quand même très compliqué.
Après, ça dépend où tu en es dans ta carrière professionnelle. Mais moi, en tout cas, j'ai fait tout juste ma première année. Et tu vois, me dire, il faut absolument que j'aille au WSOP, c'est clairement pas dans mes objectifs, quoi. Enfin, c'est même, ça serait un peu irréaliste, tu vois, dès la première année, te dire, les WSOP, c'est une date, je dois absolument la cocher et y aller, quoi. Ce serait beaucoup trop risqué par rapport à mon projet. Il y a un phénomène aussi, je sais pas si ça vous parle. Là, je pense par exemple à Rosalie. Rosalie dernière est partie au WSOP puisqu'elle avait gagné le King 5 avec Wina. Elle pouvait faire quelques tournois à côté. Et elle me disait, mais c'est pas la première à qui j'entends ça. Par exemple, quelqu'un comme Adrien Guillon le dit aussi. C'est impossible que je n'y retourne pas. Donc cette année, elle a pu y aller, puisque je crois qu'elle est avec une team qui la stack, dont j'ai plus Beyond the Limit, si je dis pas de conneries, ça se trouve c'est pas ça. Est-ce que dans votre entourage, vous avez ça aussi? Des joueurs où c'est impossible de ne pas y aller, quoi. Il faut vraiment y aller, entre guillemets, évidemment, à tout prix, quoi. Moi, je vais commencer par répondre. Ouais, j'en ai, et c'est marrant, mais c'est plus des amateurs passionnés de poker, tu vois. C'est leur professionnel. Hein? C'est plus des amateurs que des professionnels, quoi. Ouais, moi les pros que je côtoie, c'est des pros un peu de mon profil, c'est des pros online que je côtoie le plus. Franchement, alors s'ils peuvent y aller parce qu'ils ont fait une belle année pour se faire plaisir, ils iront, mais c'est clairement pas leur objectif de l'année, quoi. Et par contre, je connais d'autres joueurs plus récréatifs, des passionnés de poker et qui ont les moyens d'aller jouer quelques tournois là-bas. Eux, c'est clairement, ouais, ce serait clairement ça, quoi. Après, voilà, c'est juste mon entourage proche. Je sais pas si on peut en faire une généralité, quoi. Clément? Alors, dans mon entourage, tout le monde va à Vegas, tout le monde veut aller à Vegas. Ça, c'est juste la première année d'ailleurs où Benjamin et moi, on va juste faire les festivals, on a décidé. Mais en fait, je pense aussi qu'il y a le côté financier. Quand tu réfléchis vraiment en termes de carrière, aller à Vegas, ça coûte, je pense, même si tu joues pas très cher, ça coûte 30K, 50K. Je veux dire, tu peux perdre 50K. Nous, on avait stacké du coup notre team, ils étaient 5. Et on a perdu 180 avec eux. L'année dernière, Clément? Oui, on a perdu 180 en plus de nous ce qu'on a dépensé. Donc tu sais, ça aurait pu être pire. Ouais, non, mais en fait, quand tu fais aller, on va tout défoncer. Clément, il aurait été bien le docu. Ce que je me suis dit, c'était vraiment horrible. Mais bon, tout ça pour dire que je considère les mecs de ma team très bons. Tous les mecs de ma coloc, c'était des tops hongrois. Il y avait Ben, etc. Tout le monde a fini down avec des moins 80, moins 80, moins 60. Enfin, quand on va à Vegas, souvent on se dit allez, je vais prendre 300K, 500K. On imagine toujours la grosse perf, mais la majorité du temps, tu vas perdre 30, 40 ou 50, 100%. Tu vois, enfin, sec. Tu vois. Sachant qu'en plus, dans ta team de joueurs, c'est quoi la Dubonne? Enfin, c'est que des gros règles, là. C'est ça? C'est ce genre de personne de profil, quoi. Voilà. C'est pas Jean-Jacques B qu'on connaît pas, quoi. et donc, je pense même, je veux dire, quand tu as 100K de roll, ce qui est déjà une belle roll, perdre la moitié de ta roll à Vegas, c'est quand même, ça fait mal. Donc, Adrien. Déjà fait. Ouais, c'est pour ça. Je vous raconterai en off un jour comment Adrien Guillon a perdu entièrement sa roll en moins de 3 heures. Le premier jour. C'était pas au poker. C'est un indice. Tout sur le rouge. Ou alors, il avait 500 balles de roll. Je sais pas. Non, il n'avait pas 500 balles de roll. Et Clément a raison. Ce n'était pas au poker. Le Rhino. Et ce n'était pas au Rhino. Mais tout sur le rouge est peut-être une probabilité. Mais écoutez les amis, je vous propose qu'on attaque tout de suite le troisième débat. C'est quoi faire un break quand on est un joueur professionnel? La question peut paraître un peu con, mais ce que je veux dire par c'est quoi faire un break, c'est est-ce qu'on arrête complètement de jouer et on va se vider la tête et puis on part 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Est-ce que c'est étudier le jeu, aller voir quelques amis, mais ne plus aller aux tables? Est-ce que c'est juste moins jouer aux tables? C'est quoi pour vous faire un break? Chance disait,
pendant l'été, il aime bien justement partir en vacances. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on est tous comme ça. L'été, c'est nos vacances. C'est quoi? Faire un break quand on est joueur de poker. Geoffrey, cette fois, c'est toi qui ouvre le bal. Je sais pas pourquoi je sentais que ça allait finir sur moi, celle-là. C'était la question puisque j'aimais pas trop, mais Impeccable. parfait. Moi, personnellement, alors, comme tu viens de l'expliquer, il y a plusieurs choix, et je pense que ça, c'est propre à chacun. Typiquement, je vais parler de 2019 pour donner un exemple pour me concernant. Je suis revenu de Vegas et je crois que 3 jours après, j'étais en train de faire Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 10 jours. Donc, moi, mon break à moi, c'est partir pas trop longtemps et par contre, dans la nature directe et m'éloigner de tout. Voilà, de tout ce qui fait mon quotidien, mes habitudes, et me ressourcer en fait tout simplement auprès de Mère Nature, si on veut dire ça comme ça, et pour pouvoir vraiment vider l'esprit et me régénérer totalement en fait. Alors, que ce soit tout seul ou avec ma copine ou avec des amis, etc. Mais c'est mon break, je le vois plus comme ça que en fait à moitié-moitié. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raconté qu'on pouvait soit couper complètement, soit couper un peu, c'est-à-dire couper le grind, sortir un petit peu, on va dire le soir, mais bosser la journée. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, il faut vraiment, genre, pour éviter un burn-out total, personnellement, moi, il faut que je coupe totalement, en fait. Ça, c'est mon break à moi. Clément. Ouais, dans tous les exemples de pauses que tu as proposés, je pense qu'il faut toutes les implémenter. On peut pas besoin d'en choisir une seule. Je dirais que le gros break dans l'année où tu pars en famille, etc., c'est important. Il est indispensable selon toi avec ton expérience ou pas? Indispensable, je sais pas. Dans le sens où si jamais tu étudiais 1 heure par jour et que tu étais en vacances, c'est la belle vie. Ouais. Tu te lèves, tu travailles 1 heure ou 2 dans la journée, après tu as toute la journée libre, tu vas à la plage, enfin, c'est quand même... Tu vas rester au niveau, voire même un peu progresser, et quand tu vas revenir au table, tout sera frais. Le problème de prendre un mois de break, c'est quand même la reprise, ça va être très lent. Tu vas avoir du mal à relancer La machine. la machine. Donc, moi, personnellement, j'ai prévu justement de continuer à étudier, mais ça sera 1 heure ou 2 dans la journée, puis après, plus rien. Ouais, ça, c'est mon plan personnel. Après, prendre un mois de vacances, c'est cool. Comme je le fais, c'est cool. Je pense que ça dépend de chacun. Tu disais juste, là, juste, excuse-moi, je suis un truc là qui m'intéresse. Tu disais, c'est peut-être un peu trop dur de partir à moi, c'est trop dur de relancer la machine. C'est de l'expérience ou c'est du vécu ou c'est des gens que tu vois autour de toi qui à un moment ont fait un break un peu trop long et presque c'est prendre un risque que de partir aussi longtemps? Alors, j'ai eu l'exemple, j'avais discuté du coup avec c'était psychologue mental, psychologue de performance, pardon, qui me disait, du coup, j'avais du mal à prendre des breaks, parce que j'avais tout le temps peur de tout perdre, de passer derrière, etc. Et en fait, elle m'avait donné l'exemple de Michael Jordan qui avait arrêté sa carrière de basketteur pour jouer au baseball pendant 2 ans, il me semble. Ouais, 2 ans et demi même. Et il a réussi à revenir dans le basket et rester au top. C'était sur la fin de sa carrière, quoi, tout de même, mais elle m'avait donné cet exemple-là pour me dire, bah, ça va, si tu prends un mois, ça va pas non plus tout changer. Même si je suis pas au niveau de Michael Jordan. Mais personnellement, je sais qu'à chaque fois que je prends un mois off au table, je dois baisser mon nombre de tables, je dois relancer le thinking process, parce que c'est un thinking process particulier, le poker. Si jamais on joue un peu avec les automatismes, on va faire des grosses erreurs. Donc, ouais, je vais essayer de faire un mix entre les deux. Ok, bonne chance. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que Geoffrey et Clément viennent de dire. J'aime beaucoup les vacances de Geoffrey. Je prends chaque année un petit peu les mêmes. Alors, pas forcément Saint-Jacques, mais campagne full nature, balade tous les jours, etc. Je suis très montagne, par exemple. Moi, j'ai 2 types de break. Alors, en général, je break 2 fois par an, une fois l'été, une fois autour de Noël. Voilà. J'ai le break total, plus rien pendant un mois. Et je reviens vraiment ce que dit je rejoins vraiment ce que disait Clément, c'est que quand je rentre de ça, en général, j'ai l'impression de
plus réussir à rien faire, quoi. Il me faut vraiment plusieurs semaines pour me remettre dans le bain, repenser poker, les raisonnements, etc. etc. Donc ça, un mois de break, clairement, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ça, voilà, et alors, j'ai aussi le break, comme par exemple, je vais prendre à Noël ou des trucs comme ça, où j'aime bien le faire le tour de la famille, etc. Et là, c'est un peu plus court et souvent, j'essaie toujours de me tenir au courant, tu vois, et de travailler un petit peu, genre, peut-être pas forcément tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, 1 heure ou deux, un truc comme ça. Et c'est beaucoup moins douloureux quand tu retrouves le grind, quoi. Voilà. Mais après, je pense que ça reste indispensable et je pense qu'il faut le faire dans tous les cas. Et Manu? Moi, je trouve que c'est important quand même de garder une certaine continuité dans le poker. Parce qu'en fait, tu as besoin d'une certaine routine, tu vois, des habitudes de jeu, des habitudes de préparation pour être bien focalisé sur ce que tu fais, sur ton poker. Et du coup, pour moi, je trouve ça assez dangereux de faire une pause relativement longue, en fait, et totale. C'est-à-dire un mois ou plus, quoi, ou vraiment zéro poker, tu vois. Parce qu'effectivement, quand tu reviens, bah, il faut tout réapprendre et retrouver tes routines. Ça prend un certain temps de réadaptation. Donc moi, je suis plutôt adepte soit en fait d'un break total, mais très court. Donc quelques jours, un week-end, une petite semaine, tu vois, maximum. Ou un break un peu plus long, mais partiel, un peu comme disait Clément, où du coup, bah, tu travailles ton jeu quelques heures dans la journée et ça suffit en fait à te maintenir un peu dans la dynamique en fait de joueur de poker. Et du coup, quand tu reprends le grind un peu plus intensif, bah, en fait, t'as pas totalement décroché et t'es encore présent en fait. Et je pense que le temps de réadaptation, du coup, est un peu moins long, quoi, Garde dans des la transition. automatismes, en fait, en gros. Ouais, totalement. Bah, toutes les routines, en fait, les habitudes de jeu, enfin, tout ça, c'est vraiment très important, je pense, pour un joueur de poker que ce soit vraiment bien calé, bien huilé, pour avoir son rythme de croisière un peu, quoi. Je vais prendre un exemple pour appuyer cet argument-là aussi. C'est Magnus Carlsen, top monde des échecs, meilleur joueur depuis ever. Euh, le mec réfléchit 100% aux échecs. Le livre qu'il a à côté de son lit, c'est un livre d'échecs. En fait, le mec ne s'arrête jamais de réfléchir aux échecs et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi bon là-dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu de danger à penser à autre chose, etc. En tout cas, si jamais votre but, c'est d'arriver au top, si jamais notre but, c'est d'arriver au top, on remarque que c'est toujours les gens qui réfléchissent au poker toute la journée qui vont arriver le plus loin. Ouais, qui mangent, qui dorment, poker, et voilà, quoi. Ils deviennent un peu fous au passage, mais Ouais. ils peuvent, mais c'est eux qui arriveront le plus loin. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que les échecs ou le poker, en fait, mentalement, c'est quand même très prenant, tu vois, parce que ça demande, enfin, tu réfléchis beaucoup, etc. En plus, le online, tu es sur un écran, etc. Donc, ça te prend beaucoup mentalement, en plus, au niveau des émotions. Et du coup, bah, c'est la question, si c'est comment tu extériorises ça, tu vois, en prenant des pauses, mais pas trop longues, pas trop. C'est super compliqué à équilibrer tout ça. Bah, la différence du poker avec les échecs, c'est quand même que nous, il y a le stress du jeu et de la perte d'argent. Ouais. Au final, quand ils étudient, il n'y a pas de stress, ils ne sont pas en train de risquer quoi que ce soit quand ils étudient. Enfin, peut-être qu'ils risquent leur carrière, si jamais ça s'arrête. Et- Mais je pense que c'est encore plus stressant pour les joueurs de poker et du coup, encore plus nécessaire de Ouais, prendre des pauses. Bah, faut savoir surtout clairement. s'écouter, écouter aussi son corps, et ça, on l'apprend avec le temps. Mais justement, c'est pour ça, quand on parle de pause à l'été ou l'hiver, etc., il y a des moments où, en pleine année, tu as besoin de te ressourcer parce que ton corps te le demande, quoi. Enfin, moi, je sais que ça marche vachement comme ça, et je m'écoute beaucoup plus maintenant aussi euh, quand ça va pas, quoi, par exemple. Bah, moi, je l'ai bien vu, et peut-être que vous aussi, il n'y a pas longtemps, pendant les différents confinements successifs, où l'action online était insane, etc., etc. J'ai Mm. jamais autant joué, j'ai jamais autant grind, passé d'heures devant mon ordi. Je suis sorti de là, ça allait pas du tout. Ça allait pas Ouais. du tout. Ma santé, j'avais pris du poids, ma santé, je sais plus comment j'arrivais à tenir debout, etc., etc. Donc ça illustre bien quand même. Le fait que les breaks sont vraiment importants. Et c'était
c'est la première fois que j'ai fait autant de volume, sans pause, etc., etc. Autant de tables, j'en rajoutais parce que même les 2 euros, bon, j'exagère un petit peu, mais tu gagnais un 2 balles pendant le confinement, tu finissais millionnaire. Voilà quoi. Donc, tu as envie de jouer tout le temps, de plus dormir, de plus machin. Et bah, c'est très compliqué derrière, quoi. Bah, derrière, tu peux vite partir justement en burn-out total et de fatigue, Ouais. etc. Et du coup, le temps de récupérer de ça, ça peut être compliqué. Je suis passé par là, moi, pour une autre raison. Mais du coup, maintenant, j'ai appris justement à m'écouter plus pour ça et de mettre de côté des fois le grind. Même si tu as eu peur, en fait, toi, avec le confinement, on avait peur que quand c'est parti comme ça, là, quand il y avait énormément de monde et que sur, par exemple, un 10 balles, tu avais 21 000 à gagner tous les soirs, tu avais peur de louper ces moments-là et du coup, tu mettais de côté tout ce que l'aspect social parce qu'en fait, on n'en avait même plus. Ouais. Tu étais à fond là-dedans et en fait, c'est là où tu peux te perdre. Donc, ouais, je suis d'accord là-dessus. Eh bien, les amis, c'était très intéressant. On va passer à cette dernière question. L'été arrive, le sable est chaud, les filles sont en maillot. Il est l'heure de faire son bilan. Oui, l'année est passée, alors, de septembre à septembre. On peut aussi faire de janvier à janvier, mais là, on va faire de septembre à septembre. Ça va nous arranger. On va tous partir en vacances. Il est l'heure de faire le bilan. Et quand on est un joueur pro de poker, messieurs, c'est quoi les éléments essentiels pour faire son bilan? Est-ce que c'est l'argent, les progrès, les rencontres, le nombre d'ITM? Vaste question. Clément, c'est toi qui démarres. On fait comment son bilan d'une année pro? Imagine les rencontres. Ouais, j'ai rencontré 3 nouvelles personnes. Non, mais par exemple. Alors, non, mais par exemple, tu vois, les rencontres. Un super pote. Non, mais les rencontres. Les rencontres, je vais te dire pourquoi. Je pense aux rencontres parce que, par exemple, tu es un joueur pro de haute limite, mais tu es aussi quelque part entrepreneur, coach, et qu'une année professionnelle pour toi, elle peut aussi être positive parce que tu as réussi, je dis n'importe quoi, à recruter 2 ou 3 nouveaux élèves qui vont amener ATM encore plus loin, qui vous ont amené, ces élèves-là, tu as réussi à les amener à prendre 1, 2, 3 millions dans l'année. Et peut-être que ton année cash game est pas folle, mais ton année en tant que chef d'entreprise, en tant que coach, est très bonne. Ouais, mais du coup, c'est 2 choses différentes là. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du bilan? Parce que moi, c'est pareil. Je fais plusieurs bilans. Mon bilan en tant que joueur, mon bilan en tant que streamer, etc. Ça doit être pareil pour Clément. Eh bien, justement, est-ce que le bilan de l'un peut jouer sur le bilan de l'autre aussi? C'est la question que je vous pose. C'est pour ça que j'avais mis les rencontres, je précise. Donc, Clément, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, on fait comment le bilan? Le bilan va dépendre déjà des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, chaque début d'année, on se fixe ses objectifs sur le mois, sur l'année, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Tu te le fais encore, ça, toi? Ouais. D'accord, ok. Ok. Et puis, on regarde aussi, c'est toujours... on regarde si on est dans la direction de nos objectifs à long terme. Et puis, on voit si on a toujours les mêmes objectifs, parce que bien sûr, ils vont changer. C'est aucun problème là-dessus. Mais ouais, ça va juste dépendre des objectifs qu'on s'est fixés. Il y en a qui veulent améliorer l'aspect technique, il y en a qui veulent apprendre un nouveau jeu, il y en a qui veulent gagner tant d'argent, jouer tant de mains. Je sais que pour les joueurs de tournoi, c'est toujours compliqué de se fixer un nombre d'euros à jouer, mais peut-être un nombre de games serait beaucoup mieux. En cash game, nombre d'heures passées. Nombre d'heures passées. Ouais, le cash game, ça va être pareil. Ça va être. En fait, l'objectif, est là juste pour se diriger vers l'objectif, mais l'atteindre ou pas, au final, on s'en fiche. C'est plus. Et le viser, d'ailleurs, c'est très bien de le rater tout en s'étant donné à fond, puisque ça veut dire qu'on a visé un objectif assez haut. Le problème, c'est si jamais tu t'es fixé un objectif et qu'au bout de 6 mois, tu l'as réalisé, c'est que. Donc, on pourrait se congratuler, mais en fait, c'est juste que l'objectif n'était pas assez haut. Il y avait Laurent Delbrel de PMS qui avait inventé, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui l'avait inventé, le système de 70%. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de réussir à 70% son objectif. C'est-à-dire pas trop dur, mais pas non plus trop facile. Donc, c'est ce que j'essaie d'appliquer. Pour pas être complètement satisfait, mais pas non plus être dégoûté, quoi.
Non, c'est pas ça. C'est que mon objectif, il faut que je sois à 70% sûr de le réussir. C'est D'accord. pas pour être dégoûté à la fin, c'est juste que si jamais tu es à 100% sûr de le réussir, c'est que tu t'es pas assez poussé. Si jamais tu es à 50% sûr, que tu n'y croiras pas de toute façon parce que tu n'y arriveras pas assez souvent. Voilà. Ok. Manu? Alors, pour le bilan financier, enfin, en tant que joueur de MTT, sur un an, c'est très compliqué, je pense, de se faire un objectif vraiment financier, dire en un an, je vais gagner tant. Ouais. Alors, Ben ouais, parce que sur le oui, cash game ou les... surtout que pour préciser, toi, ça fait un an que tu as décidé Ouais, d'être complètement joueur pro. Avant, tu étais professeur, si je dis pas de bêtises. exactement. Ouais. Alors justement, toi, comment c'est avec quelles analytiques que tu peux commencer un peu à juger ton année? Alors moi, j'avais des objectifs, effectivement, en termes de game à l'année, mais aussi en termes de jours de grinding. Donc, en fait, l'idée, c'était que sur un an, je voulais grind à peu près 5 jours sur 7. Mais forcément, il y a des semaines, par exemple, où je ne vais pas du tout travailler. Il y a des semaines de series où, enfin, pas du tout grind, je veux dire. Il y a des semaines de series où, du coup, bah, tu joues tous les jours. Et en fait, l'idée, c'était sur l'année, jouer au moins 5 sessions par semaine pour avoir vraiment un volume assez important. Mais financièrement, c'est très compliqué de se dire, bah, en tant que joueur de MTT, cette année, je vais gagner, je ne sais pas, 50K, tu vois. Hmm. Enfin, je pense sur un an, l'horizon est beaucoup trop court pour avoir un objectif financier. Donc, je pense que c'est important d'avoir des objectifs un peu autres, des objectifs de progression, des objectifs de volume, des objectifs, je ne sais pas, de préparation. Enfin, il y a tout un tas d'objectifs possibles. Et je pense que c'est aussi important d'avoir des objectifs qui sont relativement faciles à réaliser, d'autres un peu plus compliqués. Comme ça, à la fin de l'année, on se dit, OK, bah, mes objectifs, c'était ça. Bon, les objectifs faciles, normalement, si tu fais les choses bien, tu les réussis assez facilement. Les intermédiaires, bah, certains t'en as réussi, d'autres non. Les plus compliqués, bah, peut-être que tu as réussi un peu à t'en rapprocher. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, ouais, se fixer des objectifs, c'est important. Mais des bons objectifs. Et c'est vrai que enfin, l'objectif financier, je trouve, c'est vraiment un mauvais objectif, enfin, sur un an en tout cas. Il Oh. faudrait un horizon beaucoup plus lointain pour que c'est du sens, je pense. Ok. Monsieur Chance. Alors, je suis d'accord avec mes petits camarades. En tout cas, en MTT, sur les autres variantes, c'est peut-être différent. Mais moi, j'ai très vite compris que ça ne servait à rien de me fixer des objectifs financiers. Quand je fais le bilan, je regarde trois choses, je dirais. Je regarde le volume. Donc, est-ce que, je sais pas, je dirais qu'à partir de 5000 MTT, en ce qui me concerne, jouer sur une année, je suis content de mon année de travail, de grind. Le volume, la progression, est-ce que j'ai suffisamment travaillé mon jeu, etc. etc. Hmm. Alors ça, bah, des mecs comme On The Road, par exemple, qui médiatisent vachement, lui, bah, moi, je ne suis pas à ce point-là. D'autant plus que j'ai une double casquette joueur-streamer et maintenant, c'est dur de savoir ce que je fais passer en premier, etc. etc. Bref, donc j'ai moins de temps à consacrer Ouais, au parce que ton poker. métier, c'est streamer en plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu différent, mais j'ai été aussi joueur full-time. Euh, Bref, donc nombre, volume, progression. Et la dernière chose qui n'a pas été citée, que moi personnellement je me pose régulièrement, c'est est-ce que je suis heureux, tu vois? Est-ce que je suis heureux? Parce que C'est bien ça. il y a plein d'autres choses à faire dans la vie, tu vois, que grind au poker. Et si à la fin d'une année, un jour, la réponse à cette question est non, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Eh ben, je ferai autre chose, tout simplement. Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais je pense que il y a plein de choses à faire potentiellement et je pense que ça reste important, quoi. On n'est pas là pour souffrir, même si on est bien gagnant, etc. Regarde un mec comme Luno, typiquement, qui a quitté le truc. En tout cas, moi, je ne le connais pas personnellement, mais c'est ce qui c'est ce qui c'est l'idée que ça donne. Ouais, ce qui en Il a ressort, quitté quoi. la scène au sommet de son art quasiment, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Donc j'imagine qu'il avait ses raisons et j'imagine que c'est lié à ça, quoi, tu vois, qu'il avait envie de passer à autre chose tout simplement, tu vois. Donc voilà, ça je pense que c'est aussi quelque chose d'important et je me la pose chaque année et peut-être que je jouerai encore pendant 20 ans, j'en sais rien, de manière professionnelle en tout cas. Et peut-être que dans 2 ans c'est terminé, tu vois, je sais pas. Mais toujours est-il que je trouve que c'est une question importante. Geoffrey. Et ben moi, ça fait 3 ans du coup que je suis passé pro depuis que bah, j'avais gagné justement la promo PMU. Et en fait, en 2019, je crois, ou 2020, je sais plus, je suivais Clément, je crois, sur les réseaux sociaux.
Et j'avais vu qu'il avait mis en place justement des objectifs annuels, etc. Et j'avais commencé à le faire. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais élève. Donc, me fixer des objectifs, c'est compliqué pour moi. Au niveau, je parle poker, hein, pokeristiquement parlant. Et du coup, je préférais limite me donner des challenges et des objectifs sur l'année, plus pour mon bien-être physique et mental, qui pouvaient m'aider en fait pour atteindre en fait, on va dire des résultats au niveau du poker qui peuvent être plus intéressants. Donc moi, c'est plus au niveau à la fin de l'année, on va dire que je vais regarder si j'ai réussi à monter, enfin à faire l'ascension du Mont Ventoux à vélo, c'est comme j'avais prévu. Est-ce que j'ai fait mon semi-marathon comme j'avais prévu? Parce que du coup, ça me permet en fait de faire, on va dire, de l'activité physique et avoir, on va dire, de l'interaction sociale aussi. Donc ça, c'est plus important. Je rejoins vachement ce que dit quand même Chance là-dessus, sur le côté bien-être. Et Donc, dans les objectifs, tu peux totalement les mettre également. Moi, c'est dedans, tu vois, il y a des objectifs de méditation, de oui, choses comme oui. ça. Je pense que tu peux les. Bah, du coup, moi, c'est ce qui prime le plus, en fait. Mes objectifs, c'est ça. Après, les objectifs financiers, en fait, je me rends compte qu'au bout de 3 ans, alors déjà, j'en ai atteint pratiquement zéro depuis 3 ans, donc je suis peut-être une chèvre là-dessus, mais du coup, j'ai plus atteint, en fait, dire, mes objectifs physiques et mentaux, parce que j'ai fait pas mal de méditation, etc. J'ai aussi suivi PMS, donc ça en fait partie, que les résultats financiers, enfin voilà, d'avoir. C'est pas mon. Voilà, c'est compliqué, en plus avec l'NTT, comme on disait, justement, de se fixer des objectifs là-dessus. Donc, ouais, non, sur la fin de l'année, je vais regarder plus le côté, comme disait Chance, justement, bien-être, interaction sociale et voilà, sport, etc. C'est pas le côté financier qui va m'intéresser le plus. Bien Moi, que ça soit important dans le j'ai des concept. gros objectifs sportifs chaque année, hein, je le dis. Pareil, Quoi, c'est les tout 24 pareil. heures, les 24 heures de la bière. Du coup, avec ouais, ça. À peu près, ouais. Pareil. Et l'été, pareil, des gros objectifs de barbecue, on a. Ah, j'ai vu vos stories, ce que vous mangez en session là. Oh my God. Je mange un truc Ouais, comme ça, je le, pense que je dors mais direct. le poulet, il y Péter avait le quoi, bide. je sais De quoi, la plus. grindos, tu veux dire? Ouais, Ah bah, ouais, Mais c'est. on mangeait après les sessions, en fait. Moi, je mangeais à. On avait un repas assez léger vers 16h. Et moi, je mangeais après à la fin de la session Ok, à 2-3h du matin. ouais, vous preniez que les photos des Ouais, soirées. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour attirer le chaland. Non, ouais, Bah, c'est ça pas donnait faim, mais je me disais, tiens, grinder avec ça dans le ventre, pouah. c'est compliqué. Ouais. Bon, ben les amis, merci beaucoup. Allez, dernière question bonus, si vous pas, mais c'est vraiment là, c'est juste pour le plaisir. Si vous deviez donner le nom d'un seul joueur français qui va faire un énorme score au WSOP cet été, on a joué la semaine dernière avec David, Oh, etc. putain. Si vous deviez en donner un, moi je dis toujours Mehdi Chaoui. Je crois toujours à mon Ouais, Mehdi mais Chaoui. ça tombe bien parce qu'il y va pas. Ah, il y va pas finalement? Non, j'ai parlé avec lui il y a 2-3 jours, il m'a dit qu'il y allait pas, il a des examens, machin, et puis il s'y est pris un peu tard, je sais pas. Merde, bon. Donc bon, Merde. c'est gagné. Bon, bah, T'avais dit combien? Ouais, j'avais une belle cote et j'ai perdu un resto. Là. Voilà, Tu m'as tué. foutu. Bon, j'avais mis ça à Julien Martini. Je peux encore compter sur Juju, peut-être. Les variantes. Allez, les amis, un ou deux noms. Moi j'ai un nom parce que c'est mon ami et du coup, voilà, c'est Lorenzo Lavis. Ok. Je dirais ça, je sais pas, voilà, l'année dernière, il a fini 4e WPT 5 Diamond. Cette année, il a encore fait. Voilà, après, c'est aussi mon ami, donc du coup, je lui souhaite aussi qu'il ship, c'est peut-être pour ça aussi. Très bien. Manu? Moi, je dirais Yannick Cardo, Ouais. qui commence à monter un petit peu Ouais. et que je trouve très intéressant. Et Geoffrey Lotte. Ça, c'est histoire d'être sympa, ça, parce que je suis pas le meilleur. Hein. Va falloir que je Geoffrey chatte, Lotte. hein, Franchement, Geoffrey. Voilà, pour les barbecues PMU. Ah, Franchement, Geoffrey, si tu vas jouer les PLO, il y a un cas où. J'en fais. Bah, j'en ai prévu, je sais plus si c'est au Venetian au Win et peut-être WSOP, ouais, il y a un 1005, un truc comme ça. Appelle, il y a un cas où on peut te stacker. Appelle un peu. Appelle après. Clément! Alors, pas du tout biaisé, je veux dire Samila Dubonne. Ouais. Ah, ouais, bah, ouais. Pas du tout biaisé. Et corporate, on reste corporate. Et intéressé. Ouais, Et intéressé. Ouais. Chance pour finir. Ah, c'est compliqué, j'avais pas du tout préparé. En vrai, le premier nom qui est venu en tête,
je l'ai rencontré intimement il n'y a pas longtemps pendant un grind-out. J'ai envie de dire Nico Vessière, chèvre et miel. Ah ouais. D'autant plus que je trouve, pour avoir pas mal discuté avec lui, qu'il a un jeu qui se prête très bien à ces fils de la full récréatif, live, low variance, etc. Et je pense que encore plus en live online, il a vraiment des clés pour y arriver. En tout cas, j'ai été séduit par sa manière de me présenter les choses, etc. Voilà. Ouais, Il l'a prouvé un petit peu au main event l'année dernière. On a pu après, c'est dur, tu vois, sur un seul tournoi de dire qu'est-ce qu'il a prouvé. Justement, moi, je pense que ça va être un été, justement, c'est un peu la confirmation. Il a fait ce Deep Run au main event. Il a gagné un pic rouge il n'y a pas longtemps, là, sur je sais plus quel festoche PS. À Prague. Ouais. À Prague. À Prague, effectivement, il a gagné un side. Moi, je pense que là, ça va être un Vegas où, tel que je vois les choses, il a besoin de confirmer. Il va avoir un petit peu de pression, peut-être, vu qu'on l'attend peut-être un peu au tournant. Tu vois, de toute façon, c'est toujours ça, le MTT. C'est quelle est la part de luck dans ce qu'il a fait et de skill, etc. etc. Il n'y a que le long terme et la répétition des résultats pour prouver quoi que ce soit, tu vois. Donc, et son humilité permet aussi d'aller loin, Nico, parce qu'il est humble. Non, mais c'est un très bon gars, ça c'est sûr. Et j'espère qu'on va le suivre quelque part. Sinon, j'aurais bien dit à Pierre Calamusa, je sais que ça le tient à cœur, d'essayer de réapporter. Après, ça c'est plus mainstream, mais voilà. Mais Pierre, les WSOP, c'est un peu comme sa vie. Ça va être le jour où ça va pas être prévu qu'il va en péter 2 d'affilée. Et Pierre, il aime bien. C'est le panache, Pierre. Il aime bien faire ça avec panache. Ouais. Les amis, merci à tous d'avoir accepté. C'était toujours un plaisir de vous avoir. Mon Clément, si on veut des infos, on va sur Poker Academy. On va sur la team ATM. Tu recrutes un peu en ce moment ou pas chez ATM? Tu cherches un peu des joueurs? Alors, on a ouvert notre section cash game. Depuis 2 semaines, on a eu beaucoup de demandes, donc c'est bien cool. Ah bah tu m'étonnes parce que la section cash game, c'est toi qui la chapeaute en plus, je suppose. Ouais. Ah, ils vont avoir 2-3 trucs à apprendre, ouais, s'ils t'écoutent quand même. Ouais. J'espère. Et on a également quelques places qui vont se libérer pendant l'été pour la team MTT. Donc, très bien. Donc ils peuvent aller postuler. Voilà. Manu, on te retrouve en Twitch sur ta chaîne et sur la chaîne de PMU. Yes. La classe de Manu, et on te retrouve sur les tables cet été. Mon Geoffrey, pour la petite anecdote, on a appris en fait avant l'émission qu'en fait tu te barrais à Vegas. Là, du coup, on vient de le montrer. Hein, on vient de le montrer. Donc... Si je veux gagner un bracelet, c'est obligé. Run bien là-bas, mon ami. Ouais, ce serait bien. Run bien là-bas. J'aimerais bien te dire qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, mais tu es quelqu'un du 18e siècle, je crois qu'il te reste... Non, j'ai Instagram. Bravo, ouais, super. Il a Amstramgram. Un Amstramgram. C'est vachement. C'est tout ce que j'ai. Enfin, mon chance, on te retrouve évidemment sur la chaîne Twitch, le YouTube. Et cet été, messieurs, dames, Chance, il a innové. Oui, Chance, il est malin. Il s'est dit, attends, faut que je fasse du contenu. Ah, j'ai envie de rien foutre. Qu'est-ce que je peux trouver? Rien foutre. Là, t'exagères. Ouais, hein, je suis en train de bosser dessus. Ouais, ça doit pas être évident. Pas sûr. Allez, raconte-nous vite fait ce que tu as décidé avant que toi et moi on parte ensemble en vacances. Non, j'avais pas trop envie de grind l'été, donc j'ai quand même envie de créer du contenu. Donc cet été, je l'avais annoncé au moment où vous entendez ça, de toute façon c'est trop tard pour candidater. Je vais faire une sorte de summer school sur les 3 mois d'été. Je vais sélectionner 3 viewers, 3 poulains que je vais suivre, coacher, mentorer un petit peu sur les 3 mois, là, des joueurs de petite limite, et essayer de faire progresser tout ça en stream et sur YouTube. Voilà. Ah, c'est trop bien. C'est une super idée. Pour montrer, l'idée étant de montrer aux gens qu'avec du travail, on peut progresser au poker. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas en faire des professionnels. Il n'y a pas que de la chatte. Il n'y a pas que de la chatte. Il y a du travail, quoi. Eh bien, écoute, on retrouvera tout ça sur ta chaîne. Et on te retrouve un peu sur Wina aussi, de temps à autre, une fois de temps à autre. Ouais, de temps à autre. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, les amis, merci infiniment. C'était le dernier Poker Débat de la saison. On vous fait tous des très gros bisous. On vous souhaite un excellent été sur les tables, sur le bord des plages ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. À très vite dans le carré. Bisous. Ciao, ciao, ciao.